On pourrait peut-être dire que tu es francophone grâce à tes parents, puisque tu es en fait né en France. Ton père, professeur Ayman Salkari, y travaillait, mais seulement pas ça. Je te laisse maintenant le microphone. Okay, merci et bonsoir de ma part aussi. Alors c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir parler de mes racines françaises, en quelque sorte. Comme Heidi a dit, mon père, il était professeur de français et il y a dans le public quelques personnes qui connaissaient mes parents, j'imagine. Donc, mon père, il était étudiant de français. Il a déjà vécu à Paris avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à ce moment, il faisait sa thèse de doctorat sur un troubadour qui s'appelait Guillaume de Saint-Didier. Sa spécialité était la langue provençale ou languedoc, je pense plutôt. Et puis après, ma mère, à cette époque, elle avait 17 ans moins d'âge que mon père. Donc, elle est venue à Paris seulement au début des années 50. Et c'est là qu'ils se sont mariés. Et puis, nous, j'ai 3 sœurs. Donc, nous sommes toutes nées à Paris. Et bien sûr, bon, je n'avais que 2 ans quand on a revenu en Finlande, mais de toute façon, la France et la langue française m'est toujours très importante, et je l'ai étudiée aussi à l'université de Helsinki. Mais en fait, dans les années 50, nous sommes tous nés, et je pense que cette période pour mes parents était vraiment la vie de rêve, parce ils voulaient toujours partir en France, et c'était d'ailleurs c'est pour les voyages que j'ai appris aussi parler le français, parce que bien sûr, comme je n'avais que 2 ans quand on est rentré en Finlande, je ne parlais pas couramment le français. C'était à cause de nos voyages, parce que nos parents étaient des académiques, et puis ils ont toujours étudié, et ils ont participé aux conférences, etc. Donc, pendant ces conférences, on allait presque chaque été, dans mon enfance, on allait en France, et nos parents nous ont laissé les filles à différentes familles, leurs amis, famille qu'on connaissait bien, mais c'était vraiment obligatoire d'apprendre le français. Donc c'est un petit peu une manière, comment dirais-je, naturelle que j'ai appris à parler le français. Bon, mais je te laisse demander. Oui, donc ton père, tu l'as mentionné déjà tout à l'heure, il était professeur, mais donc ta mère également. Raconte un peu le rôle de ta mère. Oui, alors comme j'avais déjà dit, elle avait 17 ans de moins que notre père, et quand elle a reçu les enfants, bien sûr, elle n'a pas pu étudier pendant le temps qu'elle était en France, mais en fait, elle a travaillé pourtant pour la radio, et puis elle avait des études à l'école, études de français. C'est là, à l'école, qu'ils se sont rencontrés, mon père et ma mère. C'était pendant la guerre, en fait. Mais bon, mon père, il a dit plus tard qu'il était tombé tout de suite amoureux de notre mère, mais ça durait quand même quelques années avant qu'ils se sont mariés. Donc, ma mère avait à peu près 22 ans, et puis elle a eu des enfants, donc elle était une mère de famille. Mais après, quand on est rentré en Finlande, elle a continué ses études, et elle a commencé avec anglais, mais après elle a continué avec, donc elle a changé de sujet principal, et elle a commencé le français. Et puis elle était spécialiste de la littérature française du 19e siècle. Elle a fait sa thèse de doctorat sur Laforgue, qui n'est pas très connue en Finlande. Je ne sais pas s'il y a des poèmes, quelques poèmes dans des quelques recueils de poèmes, mais pas vraiment un livre qui soit traduit en finnois. Très bien. Donc, tes parents ont vécu en France lorsque tu es né, et donc tu as raconté tout à l'heure qu'ensuite ils se sont installés en Finlande. Ton père, il a été nommé d'abord à Mikkeli, mais il a changé d'avis. Raconte un peu comment il est arrivé à Jyväskylä
Et certains du public, donc tu as pu bien deviner. Je sais aussi qu'il y en a qui ont été des élèves de ton père, mais raconte à ceux qui ne connaissent pas. Bon, alors je pense que mon père tenait déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, il avait le poste d'enseignant à Mikkeli, mais comme il faisait sa thèse, il n'a jamais pris la poste. Et puis après la guerre, la situation était un petit peu différente. Donc c'était en 1956 quand il a présenté sa thèse de doctorat. C'était là que je suis née moi aussi. Donc il a dit toujours qu'il avait fait 2 thèses de doctorat, moi et l'autre. Mais en fait, donc pourquoi il a choisi Jyväskylä, c'est parce que sa famille venait de Finlande centrale, de Keuru, ou bien c'était de Kolho qui appartenait au village de Keuru. Et là, on avait encore une maison familiale. Et puis mon père a acheté cette maison de son oncle et on est installé. C'était une grande maison en bois près du lac. Donc on est installé à la campagne, mais Keuru est de 60 km de Jyväskylä. Donc quand il a reçu le poste d'abord je sais pas comment ça s'appelle en français, mais yliopettaja. Donc il enseignait des futurs professeurs de lycée. Donc il a reçu ce poste à Normaaliluseo. Mais après, à Jyväskylä, à l'université de Jyväskylä, qui était une nouvelle université, donc il y avait beaucoup à développer. Donc on a envisagé d'avoir une faculté des langues romanes, et notre père était il a joué un rôle à ce projet, et lui il était le premier professeur à prendre la poste. Alors c'est comme ça qu'ils sont venus à Keuru et à Jyväskylä, et après aussi ma mère elle a étudié à Helsinki, mais elle a reçu aussi un poste à l'université, donc comme comment ça s'appelle, lehtori, lectrice, ça n'existe pas, maître de conférence, oui, d'accord. Donc j'ai vécu moi-même j'ai vécu ma jeunesse à Keuru, mais quand j'avais fait mon bac, alors je suis venue à Helsinki pour étudier. Très bien. Restons encore un peu dans ton enfance. Donc si j'ai bien compris, tu as pu rencontrer dans ta maison d'enfance des personnalités importantes, puisque ton père, il était professeur, il avait des contacts avec la France. Tu disais que vous passiez des vacances régulièrement en France. Donc, en échange aussi, les amis de vos parents venaient en Finlande. Donc, raconte-nous un peu. Oui, c'était bien le cas que il y avait vraiment beaucoup d'invités français chez nous, surtout pas pendant les étés comme ils étaient toujours ailleurs, mais pendant que l'université fonctionnait. Et puis je n'ai pas rencontré, mais je sais que ma mère et mon père, ils ont rencontré par exemple André Malraux, qui a visité Jyväskylä. C'était dans les années 60, je pense. Puis il y avait beaucoup des scolaires qui sont venus, bon, moi, comme je ne suis pas romaniste, je ne peux pas vous citer les noms, mais il y en avait pas mal. Et puis aussi, comme j'étais une petite fille, alors je ne connaissais pas ces gens-là, mais quand même, je pense que c'était vraiment... on avait presque toujours des invités, des gens qui venaient, et des Français surtout. Une question par rapport à la langue. Donc, est-ce que vous utilisez quand même le finnois à la maison, jamais le français? Oui, on parlait le finnois toujours à la maison, et c'était aussi parce que bien sûr nos parents ont voulu qu'on reste finlandaise. Donc et puis c'était un petit peu aussi la raison pourquoi on est déménagé en Finlande. Et puis c'était aussi dans les années 50.
la situation de la guerre d'Algérie, et c'était un petit peu dangereux quand même. Il y avait des attentats, des choses comme ça. Donc c'était pour une famille avec 4 enfants, c'était plus convenient de venir en Finlande. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, ton père, il a fait également de la traduction du français vers le finnois et il a notamment traduit des livres de Tintin, de la bande dessinée. Donc, on sait bien que, par exemple, qu'il y a des termes qui sont peut-être un peu difficiles. Raconte-nous. Ah oui, c'était au début des années 60 que je pense que c'était Ottawa, ou bien maintenant je ne suis pas sûre si c'était VSOU ou Ottawa, mais de toute façon ils ont commencé à publier les Tintins. Mais à cette époque-là, c'était pas possible d'utiliser des mots, des mots de jure, comment on dit, Kirosana, les mots de jurons dans des livres d'enfants, parce que c'était visé vers les enfants. Et puis on n'a pas pu non plus mentionner l'alcool, parce que le capitaine il buvait beaucoup de rhum, mais c'était pas possible dans un livre pour des enfants. Donc mon père il a inventé des mots. Donc c'était malspeak, c'est un qui était la même chose que le whisky ou le rhum. Malspeak, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça doit être comme il était linguiste. Comment? Ah bon? D'accord, donc ça allait bien. Bon. Oui. Et puis d'autres des mots de juron, il a utilisé Tuhanen tuli maista ou quelque chose comme ça. Donc pas des vrais mots de juron, mais à cette époque-là, c'était pas les livres n'étaient pas tellement populaires. Donc ça n'a pas marché très bien, et c'était seulement, je pense, 10 ans, 20 ans après que VSOU, ou c'était une autre maison de publication qui a après commencé à publier, et ça a été vraiment un succès après. Mais à l'époque, c'était pas. Mais je pense que ce sont des rarités maintenant, les 4 versions de Tintin que notre père a traduit. Ah, mais il a aussi traduit des livres pour des enfants, pour des adultes. Je veux dire, il a traduit c'était pas le noir et blanc de Stendhal. Rouge et noir. Mais c'était pas celle-là, c'était l'autre, Chartreuse de Parme. Chartreuse de Parme. Très bien. Donc il a vraiment laissé sa trace dans la littérature traduite. Et je dirais que les gros mots de Capitaine Haddock, c'est presque de la poésie, comme c'est toi, Bon. Ensuite, donc, tu as mentionné tout à l'heure que toi-même, tu as étudié aussi en France. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé vers la France? Raconte-nous. Non, je ne pense pas que c'était nos parents, mais bon, je suis venue à Helsinki pour étudier à l'université, donc j'avais 4 différents sujets. Donc j'ai commencé avec le français, avec histoire de l'art, puis littérature dramatique, je ne sais pas comment on dit, teatteritiede. Maintenant ça s'appelle la science du théâtre. À l'époque, c'était dramakirjallisuus, la littérature dramatique. Et puis, la communication. Alors là, je ne savais pas exactement quel sera mon sujet, ma matière principale. Mais de toute façon, j'ai étudié toutes les matières. Et puis après, au début des années 80, j'avais la chance de pouvoir aller étudier à l'université à Nancy, où c'était le centre universitaire européen.
qui était une université de l'Union européenne. Et là, il y avait toutes sortes. C'était une branche pour étudier les cultures en général, donc de la philosophie, de l'histoire de l'art, de la littérature, etc. Et ça durait 1 an. Et j'ai rédigé un petit mémoire de maîtrise. C'est pas un vrai mémoire de maîtrise, mais j'ai écrit sur le renouveau du vitrail, parce que Nancy, c'est une ville très connue sur les vitrails. Donc Jacques Gruber et son atelier. Et oui, et c'était vraiment, c'était pas, je n'étais pas forcée par mes parents, mais c'était ma propre volonté d'aller en France et de pouvoir continuer à apprendre le français aussi, parce que bon, je n'avais jamais étudié à l'école, parce que à Keuru, comme c'était un petit village à l'époque, il n'y avait pas de français. On a pu choisir seulement le russe ou le latin. Avec, bien sûr, il y avait l'anglais et l'allemand, mais les langues de plus. Et quelle langue tu as choisi? J'ai choisi les maths. Très bien, mais les langues, c'est un peu lié aux maths, il faut être logique. Mais tes sœurs, elles ont étudié en France en même temps que toi, n'est-ce pas? Pas seulement la sœur aînée, donc elle a fait sa carrière aussi comme enseignante, dans l'école du commerce, ou l'université de commerce, à Aalto Université, ça s'appelle maintenant. Mais l'autre sœur qui est entre moi et l'aînée, elle n'a pas fait des études en français, et puis non plus la sœur cadette. Très bien. Et tu es revenu en Finlande pour continuer donc tes études à l'université de Helsinki. Oui, donc je n'étais pas en France, donc j'ai suis parti de Keuru à Helsinki d'abord, et puis après dans les années 80. Au début des années 80, je suis allée à Nancy pour étudier, et à l'époque, ma sœur aînée habitait à Paris. Donc c'était bien de pouvoir visiter Paris de temps en temps, parce que quand même Nancy, c'est pas la capitale. C'est une très belle ville d'ailleurs. Donc, je disais tout à l'heure à l'introduction que nous nous sommes rencontrés 2001 ou 2002. C'est là que tu venais de commencer à travailler à Kiasma. Et tu préparais une exposition de l'artiste français Laurent Piévé. Raconte un peu comment tu es venu à Kiasma, parce que d'un seul coup, donc Kiasma a été ouvert depuis quelques années. Ça avait été ouvert, je pense, 98 ou 99, je ne me rappelle plus exactement, 18, oui. Et donc, d'un seul coup, il y avait enfin un interlocuteur ou une interlocutrice francophone à Kiasma, à l'Institut français, et nous étions bien sûr très heureux. Oui, alors ça fait bien sûr après mes études, j'ai fait tas de choses, j'ai enseigné à l'université, à la faculté de l'histoire de l'art, j'ai aussi enseigné à comment ça s'appelle, Académie des Beaux-Arts, puis bon, j'ai fait toutes sortes de choses, je n'avais pas de poste permanente, et j'aurais voulu être chercheur aussi, parce que l'histoire de l'art, ça m'intéressait beaucoup. Quand j'avais fait ma décision que je veux bien faire histoire de l'art, après c'était clair, et j'ai continué mes études jusqu'au doctorat, et c'était juste avant que j'ai reçu mon poste à Kiasma que j'avais terminé ma thèse de doctorat, et j'avais défendu ma thèse en 2000. Et puis après, j'avais reçu une bourse de l'Académie finlandaise. Donc, c'était vraiment, j'aurais pu continuer la carrière comme chercheur, mais en fait, je pense que travailler dans un musée, c'est aussi un travail avec les autres. Donc,
un travail d'équipe qui m'intéressait aussi parce que bien sûr quand on est chercheur c'est toujours un travail assez seul, solitaire. Donc quand il y avait la possibilité de choisir entre les deux, j'ai choisi Kiasma. Et bien sûr c'était tellement intéressant de pouvoir travailler dans un musée qui n'était pas très vieux, donc Kiasma a été fondé ou construit en 1998, comme tu as dit. Donc ça faisait, j'ai commencé à 2003 d'y travailler. Donc ça a été déjà, ça avait existé déjà 5 ans. Et justement l'exposition de Laurent Fiévé était la première dont j'ai travaillé avec et après j'ai eu beaucoup de différentes possibilités de travailler aussi avec les Français, avec les artistes français ou bien avec les institutions françaises, etc. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais te demander. Comment tu as pu utiliser la langue française dans ton travail. Mais avant ça, donc, je voudrais savoir, de Kiasma, tu es parti en France. Tu as travaillé pendant 4 ans à l'Institut finlandais à Paris. Raconte-nous un peu. Oui, alors bien sûr, à Kiasma, la langue principale avec laquelle on travaillait, c'est l'anglais, bien entendu. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités de parler le français. Et j'avais déjà travaillé pendant plus de 5 ans à Kiasma et je pensais que je veux bien avoir un petit changement. Et il y avait cette possibilité d'essayer d'avoir la poste de la directrice de l'Institut finlandais et je l'ai reçue. Donc j'étais bien sûr très contente et puis ça c'était aussi un petit peu comme retourner dans mon enfance ou faire les mêmes pas que mes parents, ce qui me faisait beaucoup de plaisir. De pouvoir travailler en France et bien sûr c'était un petit peu différent que le travail dans un musée, mais il y a aussi Michael qui était là déjà comme chargé de communication et lui comme il parle très bien le finnois c'était bien, je veux dire un institut, pour travailler dans un institut c'est bien parce que c'est en même temps c'est un endroit finlandais et français, donc c'est une sorte de mixte des deux cultures. Mais je me réjouissais beaucoup et il y avait aussi d'autres personnages qui sont ici, qui étaient en même temps à Paris. Donc c'était vraiment, je trouvais que c'était formidable de pouvoir rester 4 ans à Paris. Très bien. Une question assez vaste. Que représente la France pour toi aujourd'hui dans ta vie? Bon, bien sûr, comme c'est mon pays de naissance et aussi notre famille était vraiment francophile. Alors la France, c'est un petit peu comme l'autre pays. Comment on dit, Isama? Patrie, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bien sûr, il y a vraiment énormément de choses qui sont formidables en France, mais en même temps, comme dans chaque pays, il y a aussi des choses qui ne sont pas aussi bien qu'en Finlande. En Finlande, je pense que c'est parce que les villes sont petites, comme Helsinki par exemple, tout est très près. Puis tout est facile. En France, la bureaucratie est quelquefois assez lourde. Mais il y a toutes sortes de différences. Mais je pense qu'on peut surmonter aussi les difficultés. Et en France, je pense qu'on peut. L'atmosphère est tellement différente et surtout en novembre, la France me manque.
Alors aujourd'hui, tu diriges un des 3 musées nationaux à Athénéum. Quel est le rôle de la langue française dans ta vie professionnelle? Oui, alors maintenant, comme je suis directrice, je peux un petit peu diriger les activités vers la France. Et justement, je viens d'arriver justement de Paris mardi dernier, où j'avais des négociations pour des expositions dont je ne peux pas vous dire pas beaucoup, mais de toute façon, donc maintenant j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup des projets avec la France, donc avec le Petit Palais. On en a déjà eu d'ailleurs. Donc, par exemple, cette exposition à Athénéum František Kupka, ça venait de Centre Pompidou. C'était une collaboration avec le RMN, la Réunion des musées nationaux. Et puis, déjà avant ça, quand je suis retournée de Paris et à Kiasma, donc, on a fait l'exposition de Robert Mapplethorpe avec le RMN. Donc, c'était vraiment, j'ai voulu de travailler avec les Français et pouvoir parler aussi le français, parce que c'est pas évident qu'on peut trouver des gens en Finlande avec qui on peut parler le français. Bien sûr, je vois qu'il y en a beaucoup ici au sein de l'Institut français. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'à ce moment, j'ai vraiment beaucoup de projets avec la France, avec Musée d'Orsay, avec le Centre Pompidou, avec RMN justement, avec le Petit Palais, etc. Et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est grâce est-ce que ce sont des contacts que tu as créés pendant que tu étais à l'Institut finlandais déjà ou C'était pas vraiment, parce que à ce moment, comme mon devoir était plutôt de promouvoir la culture finlandaise, et c'était un petit peu différent, mais bien sûr mon expérience de travailler avec les Français, de pouvoir négocier avec les Français, etc. Alors ça m'aide maintenant. Mais c'est aussi que dans la vie des musées, il y a toujours, les gens ne restent pas sur les mêmes postes, donc il y a vraiment ça change tout le temps. Donc les personnes qui travaillaient, qui étaient là à l'époque quand j'étais à Paris, ne travaillent peut-être plus dans ces mêmes musées, donc ça change un petit peu, mais je trouve que vraiment les 4 ans à Paris m'ont beaucoup aidé pour nouer les liens maintenant avec la France. Alors quel est le rôle de l'anglais dans les négociations avec tes contacts français? J'imagine que tes collègues ne parlent pas tous le français, donc il faut certainement utiliser l'anglais aussi. Oui, exactement. Mais en fait, c'est parce que moi, c'est moi qui contacte les gens la première fois. Alors c'est bien sûr, ça ouvre les portes quand j'écris en français, ou que je peux commencer les négociations en français. Mais bien sûr, comme mes collègues ne parlent pas le français, il faut qu'on change en anglais. Mais comme par exemple maintenant, j'étais toute seule à Paris pour les négociations, alors c'était vraiment très facile, très convenable. On pouvait parler le français tout le temps. Oui, j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai discuté avec des personnes qui travaillent dans le business ici en Finlande, qui ont des contacts avec la France, que de plus en plus des entreprises françaises ont comme langue internationale l'anglais, et donc l'utilisent beaucoup plus. Donc c'est peut-être un peu plus facile de travailler aussi, même sans parler le français. Donc, travailler avec les entreprises françaises est plus facile sans parler le français. Mais est-ce que tu penses que c'est quand même un avantage, hein, le français? Sûrement, et justement parce que les contacts avec les gens ne se passent
pas seulement au niveau officiel. Alors bien sûr, on peut toujours, si on va déjeuner ensemble ou quelque chose comme ça, alors c'est beaucoup plus agréable de pouvoir parler ta propre langue. Donc il y a des situations quand on veut bien parler la langue maternelle. Donc, je pense que ça ouvre vraiment des possibilités, des portes, et je pense que l'importance des langues ne disparaît jamais. Donc, ça simplifie des choses si l'anglais revient vraiment la seule langue officielle pour les entreprises. C'est très dommage. En effet. Et est-ce qu'il reste une place dans ta vie personnelle pour le français, ou est-ce que c'est tellement rempli par ton métier qu'il ne reste pas de temps? Si, quand même, j'ai des amis en France, à Paris, justement. Maintenant, quand j'avais mon voyage d'affaires à Paris. D'abord, j'étais à Londres et après j'ai pris le train. Alors, j'aurais dû être à Nice, mais en fait, comme il y avait les inondations, j'aurais dû partir pour le week-end à Nice, mais il y avait l'inondation, donc j'ai dû retourner à Paris, et puis le dimanche c'était seulement pour moi. Alors j'ai rencontré mes amis, j'avais un très bon déjeuner avec quelques amis. Donc toujours si j'ai le temps, mais en général avec les voyages d'affaires, on est tellement organisé qu'on n'a pas beaucoup de temps libre. Mais bien sûr, j'ai la place de la France et le français dans ma vie personnelle aussi. Très bien. Et si je me rappelle bien, tu as au moins une fille, je pense que je l'ai rencontrée. Est-ce que tu as pu lui passer la langue française d'une manière ou d'une autre? Malheureusement pas. Mais je pense, parce qu'à l'époque, quand je suis partie à Paris, elle avait à peu près 20 ans. Et j'aurais voulu qu'elle m'accompagne à Paris, mais elle s'est tombée d'amoureuse. Donc elle est restée en Finlande. Et maintenant elle s'est mariée aussi avec le même garçon, même homme. Mais je pense que quand même dans notre vie, parce que je compte que aussi mes sœurs et ses enfants sont de la même famille, alors là il y a pas mal les cousins de ma fille parlent le français, et puis peut-être on peut toujours apprendre. En effet. Tu as peut-être répondu à ma question déjà tout à l'heure, mais je pose cette question quand même. Que voudrais-tu dire à jeunes gens qui hésitent peut-être entre étudier la langue française ou quelque chose d'autre? Toi, tu as choisi les maths. Est-ce que si tu pouvais aller en arrière dans ta vie, est-ce que tu aurais choisi autrement? Mais la question principale, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite? Mais je dirais que vraiment les langues enrichissent la vie énormément, et si on peut par exemple lire les livres dans la langue originale, c'est tout à fait autre chose. Donc vraiment, je voudrais bien dire qu'il faut faire l'effort et puis apprendre les langues, n'importe quelle langue. Mais je pense que le français aussi, parce que comme la France, c'est un pays culturel, avec une culture fantastique, avec l'histoire très intéressante et très importante. Alors je dirais qu'il faudra bien apprendre le français au moins. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions, mais en fait, je voudrais ouvrir la possibilité au public de te poser des questions, si ça te va. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à Maria, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les gens à Paris, enfin, généralement, se sont intéressés à l'art ou de la culture finlandaise?
Donc la question était, est-ce que les gens en France sont intéressés par la culture de manière générale? Plus qu'en... Finlandaise, pardon. Je dirais oui et en même temps non, parce que ça dépend, parce que comme la France est un pays vraiment énorme en comparaison avec la Finlande et la population, je ne sais pas, même pas combien de habitants il y en a, mais de toute façon, je pense que les Français sont typiquement, quand ils s'intéressent à quelque chose, ils sont vraiment très loyaux. Donc, par exemple, j'avais l'impression que pendant que j'étais à l'Institut finlandais, qu'il y avait vraiment un public qui venait vraiment toujours, qui était très intéressé, qui a voulu vraiment connaître la Finlande, connaître toutes les différentes la vie culturelle en général, mais bien sûr aussi l'histoire, etc. Donc j'ai l'impression que les Français, quand ils s'intéressent à quelque chose, ils sont vraiment profondément intéressés. Mais en général, la Finlande est quand même assez petite. Mais si on pense à l'histoire, par exemple, alors quand on était encore sous la règne de la Russie, quand il y avait le manifeste de la Russie, quand la Russie a voulu maintenant j'oublie répression. Pas envahir, mais Nico. Je sais même pas. Oui, notre position. Mais quand il y avait l'exposition universelle à Paris, et il y avait Albert Edelfelt qui vivait, et on a essayé d'avoir les noms sur un manifeste contre la Russie, c'est-à-dire contre répression de la Russie, oui, j'avais dit. Répression de la Russie. Alors là, il y avait par exemple Émile Zola, qui était vraiment pour la Finlande. Il y avait Anatole France, qui a écrit, qui a signé le manifeste qu'on allait amener chez le tsar, mais ça n'a jamais réalisé, ça s'est jamais réalisé, je pense. Ou bien il y avait ce manifeste, mais il n'y avait pas, ça n'a jamais entré jusqu'au tsar. Mais de toute façon, à cette époque, et puis après, si on pense à la guerre de l'hiver, alors là aussi, les Français étaient vraiment pour la Finlande, et ils connaissaient pas mal de choses parce qu'il y avait dans les journaux, on parlait beaucoup de la situation finlandaise. Alors toujours quand il y a des problèmes ou des choses que les Français sentent que la démocratie est en quelque sorte menacée, alors ils commencent à nous défendre. Merci. D'autres questions? Oui, madame. Donc la question était, est-ce que Maria Sakkari fait beaucoup de la coopération avec le musée d'Orsay à Paris? Alors quand j'étais à l'Institut, quand je travaillais encore à l'Institut finlandais, alors au musée d'Orsay, il y avait l'exposition de Akseli Gallen-Kallela, et là on a participé pas à l'exposition, mais à tout autre programme qui entourait cette exposition. Donc on a collaboré, et maintenant on essaye d'avoir de la collaboration, mais c'est pas évident. Mais bien sûr, dans la vie des musées, il y a toujours on prête des tableaux des musées, aussi on emprunte nos propres
propre tableau, etc. Donc il y a toujours une sorte de collaboration et discussion. Donc j'ai rencontré la nouvelle directrice Laurence Descartes, ça ne fait pas très longtemps, et puis quand j'étais maintenant au voyage d'affaires, j'en ai rencontré le directeur des collections, etc. Donc j'ai des contacts. Et d'autres questions? Je viens de passer 3 heures merveilleuses à l'Athénéum à cause de l'exposition de Schaerbeek. Jusqu'à quel point Schaerbeek était connu en France? Donc la question est jusqu'à quel point Schaerbeek était connu en France? Alors, il y avait dans le musée d'art moderne de la ville de Paris, je pense que cette exposition de Schaerbeek était, ça fait peut-être 20 ans, ou à la fin des années 80. Oui, alors donc on la connaît un petit peu, mais bien sûr pas vraiment. Il y a une génération qui ne la connaît pas. Mais après, je pense maintenant, Schaerbeek, après l'exposition à Royal Academy à Londres, j'imagine qu'il y a un intérêt qui est en train de croître. Donc, on espère bien pouvoir montrer Schaerbeek plus souvent dans d'autres pays. Mais je ne sais pas, on en a parlé justement avec Musée d'Orsay pendant nos négociations, mais pour le moment, je pense qu'il n'y a pas mais on ne sait jamais, parce que ça dépend des autres expositions aussi, parce qu'il faut toujours avoir dans un musée, il faut avoir une logique pourquoi montrer tel ou tel artiste. Donc là, il serait question d'amener cette exposition entière en France, éventuellement. Pas simplement quelques tableaux. Oui, justement, mais maintenant, bon, ce sont des projets donc on les fait pas comme ça. Il faut vraiment avoir beaucoup à l'avance des négociations etc. Donc maintenant, comme cette exposition à Athénéum vient de Londres, et ça a été, on a beaucoup plus d'œuvres qu'à Londres, mais après cette quand on aura fini notre exposition, ça ne voyage plus dans d'autres pays, mais en même temps, comme nous on possède pas mal des œuvres de Schaerbeek, alors s'il y aura une demande, on peut toujours faire une autre version de l'exposition, mais toujours aussi les lieux sont différents, donc on peut pas faire voyager juste la même exposition. Il faut toujours modifier un petit peu. Je suis encore un peu curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des personnalités d'autres musées qui viennent exprès ici en Finlande visiter cette exposition de Schaerbeek ou est-ce que c'est un peu par accident lorsqu'ils sont là en voyage pour d'autres raisons? Ça dépend. Bien sûr, on a beaucoup de visites des autres musées, des autres institutions, et parfois il y a des directeurs, directrices des musées qui vont venir, mais à ce moment, je ne pense pas qu'il y a des Français qui vont venir juste pour cette exposition. Mais on essaie toujours, bien sûr, on invite. On a vraiment une liste des gens qu'on invite pour les. Donc les gens des musées sont au courant de nos programmes. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans le public? Oui. Donc la question était, est-ce que Maria travaille éventuellement avec d'autres pays francophones que la France? Pas vraiment, pas pour le moment.
Et puis ça dépend un petit peu de. Quand j'étais à Kiasma, alors là par exemple, les pays de l'Afrique du Nord nous intéressaient beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui passent. Mais avec parce que Athénéum c'est un musée pour les arts de fin de 19e, début 20e ou jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors là c'est un petit peu différent, mais bien sûr ça nous empêche pas de travailler avec les autres pays, avec le Canada ou je sais pas. mais ça dépend. Ça dépend de nos contacts, ouais. Très bien. Fontainebleau, Festival de l'Histoire d'Art. Est-ce que c'est là possibilité de rencontrer aussi donc des représentants d'autres pays francophones que la France, ou est-ce que c'est... Raconte-moi un peu. Le Festival de l'Histoire de l'Art, c'est organisé par le INHA. Je ne sais pas d'où ça vient, mais Histoire de l'Art, quelque chose. Institut national d'Histoire de l'Art, qui siège à Paris. Et alors c'est plutôt pour les Français de la France, mais bien sûr pour la prochaine fois, le festival sera dédié au Japon. Donc je ne sais, mais bien sûr c'est pas francophone, il s'agit pas de francophonie. Donc bon, c'est un petit peu, bien sûr il peut y avoir des gens aussi d'outre-mer, mais bon, je sais pas. Très bien. Encore une question? Oui. Donc la question est-ce qu'il y aura prochainement des expositions des artistes français à Athénéum ou ailleurs? Pas dans le proche avenir, mais un petit peu plus peut-être, probablement. Je ne peux pas dire, mais j'imagine qu'il y aura dans le futur. Donc on croise tous les doigts. S'il n'y a pas encore très rapidement une question, je vous remercie à tous et je te remercie Maria. Merci beaucoup.